Bien, mes chers collègues, comme c'était rappelé par beaucoup d'entre vous, nous sommes dans des orientations qui ont lieu dans un contexte quelque peu paradoxal de ces temps politiques que nous vivons, au moment où le fait régional s'impose et est plutôt plébiscité par nos concitoyens, l'État a du mal à le reconnaître, le pacte girondin est en sursis, et les perspectives de baisse des fonds européens sont aussi inquiétantes pour l'avenir de nos territoires et des populations, parce que ce sont les populations qui habitent sur nos territoires. Nous sommes à un temps fort de la vie d'une collectivité, c'est-à-dire le débat d'orientation budgétaire qui vise à donner un peu le point où nous en sommes, mais surtout tracer les perspectives d'avenir. Nous plaçons ce débat d'orientation budgétaire à partir d'orientations principales. Tout d'abord, tenir nos engagements, ça a été répété par beaucoup, assurer la gratuité des transports scolaires là où nous sommes compétents, tout en assurant la qualité de service. C'était l'engagement de campagne 63 qui avait été repris. Et là, il faut être très clair, là où nous sommes compétents, cela représente 50% de la population de la Bourgogne-Franche-Comté. Ça représente 85% du territoire de Bourgogne-Franche-Comté et 85% des communes de Bourgogne-Franche-Comté. C'est-à-dire qu'on est dans le rural et en dehors des agglos. Et assurer la qualité de service, c'est effectivement dire que sur des territoires à caractéristiques identiques, on traite nos concitoyens de la même façon. Sur la tarification sociale de la restauration scolaire, nous avions déjà fait un pas en avant, mais il faut conforter, compte tenu de la situation des familles et le pouvoir d'achat. Et puis, troisième engagement, c'est l'accroissement significatif et maîtrisé de nos investissements, qui est conforme à notre stratégie financière de mandat, qui était un engagement à 400 millions d'euros en moyenne sur le mandat. Ensuite, la deuxième caractéristique de ce DOP, c'est l'accélération de la prise en compte de la transition énergétique, avec deux mesures fortes. L'éco-conditionnalité de nos aides, en perspective notamment du SRADET, et il y a des débats qui se font dans les territoires actuellement sur ce thème, et l'exemplarité dans nos propres politiques, parce que comment être crédible quand on exige des autres si nous-mêmes, nous ne sommes pas exemplaires en la matière? C'est une nécessité. Ensuite, troisième thème, adapter notre action à partir de trois principes. Les objectifs de développement durable, la présidente en a parlé longuement, c'est-à-dire qu'il faut être économiquement efficace, socialement équitable et écologiquement responsable, avec cette notation extra-financière qui sera faite et qui sera suivie à travers le temps. Ensuite, c'est la différenciation de nos politiques par territoire, qui est un élément essentiel. C'est ce que je disais, traiter de manière identique des territoires à caractéristiques identiques. Et puis la démarche citoyenne qu'il faut approfondir, elle a eu lieu sur l'Europe, elle aura lieu dans deux domaines, la réflexion sur le lycée de demain et puis la qualité de service dans nos transports scolaires. Puis il y a les moyens pour le faire, notamment les moyens humains. Et là, c'est le contrat social, la présidente en a parlé, sur la protection sociale complémentaire, sur la poursuite du dialogue, sur l'évaluation, sur la territorialisation progressive de nos services dans les 8 départements. Et nous allons commencer dans le premier semestre par Auxerre et s'applique à nous-mêmes le développement durable dont je parlais tout à l'heure, c'est mettre nos services dans la gare pour que les gens soient incités, notamment ceux qui s'y rendent, d'utiliser au maximum le train. Et nous allons réinvestir la gare en reprenant la place du buffet de gare qui était inadapté et inutilisé.
Ensuite, slide suivant. Ça suit pas. Voilà. Alors, ceci étant dit, la stratégie de mandat, elle reste avec des incontournables que nous avions posés, qui se traduisent dans les orientations budgétaires de 2019 et qui respectent les 3 axes de notre mandat, se battre pour l'emploi, le pouvoir d'achat, l'environnement et la région forte et fraternelle. Mais ce que nous mettons en préalable pour répondre à l'urgence environnementale et écologique, c'est les ODD. Ça a disparu, ça peut revenir. Voilà, c'est les ODD qui seront en quelque sorte notre 34e engagement avec les 17 points de notation, et je vais parcourir très rapidement l'ensemble des 33 engagements que nous avions pris, et pour qualifier déjà en ODD ce à quoi cela correspond, et puis d'autre part indiquer ce qui va se faire dans l'année prochaine, engagement par engagement, de façon très succincte. Sur la relance de l'activité économique, les investissements à 490 millions d'euros qui seront réalisés à 90%, qui sont à comparer aux 286 millions réalisés en 2016, montrent clairement notre trajectoire et nos engagements. Sur la filière, sur les emplois, le 2e engagement, les entreprises et les filières porteuses, nous nous inscrirons et nous serons volontaristes dans la politique territoire d'industrie et nous voulons être acteurs de ce sujet. Sur promouvoir l'ESS, il s'agit de mieux intégrer l'ESS dans les politiques publiques régionales. Nous avons commencé, nous allons le poursuivre. Sur l'engagement 4, favoriser la création et les emplois d'utilité sociale. Donc là, il y a une montée en puissance qui se fait jour, que l'on va confirmer. Sur la révolution, relever le défi de la révolution numérique, c'est la Scoran 3 que Patrick Molinoz pilote et qui va être un élément important. Nous sommes la seule région à avoir intégré cette problématique dans le SRADET. Et d'autre part, notre volonté, c'est d'éviter toute rupture liée à l'évolution des technologies que l'on n'arrêtera pas et qui s'accélérera. Et donc, le développement des usages, accompagner les populations dans le développement des usages pour éviter de nouvelles ruptures dans les populations. Ensuite, le 6e, l'agriculture, le combat pour la PAC, c'est un combat fort qu'il faut mener, que toutes les régions mènent. Et puis c'est la taxe forte pour les actions concrètes en restauration collective avec l'outil agricole local, c'est-à-dire c'est s'appliquer à nous-mêmes ce que nous demandons aux autres. 7e engagement, la recherche, là on est dans la continuité. Le lycée de demain, la tarification sociale, qui sont des choses qui vont être mises en chantier sur l'année 2019. Développer l'apprentissage, c'était un vœu qui est télescopé par une loi, donc c'est la fin de la compétence. Comment on va s'adapter à cela, ça va être tout le travail sur l'année 2019. Soutenir l'enseignement supérieur, donc c'est la mise en œuvre du CPR et des contrats métropolitains, le soutien à la filière, la vie étudiante et à la mobilité des jeunes. Le 11, adapter les formations sanitaires et sociales, c'est une programmation, une priorisation des actions et des projets prenant en compte l'évolution de la politique d'État. C'est-à-dire à partir du moment où l'État modifie ses politiques, il faut que l'on revisite les notes au regard de cela pour amener de l'efficacité et éviter les redondances. Former plus et mieux les demandeurs d'emploi. On a un outil, le plan régional d'investissement compétences. On a une cible, c'est les personnes les plus éloignées de l'emploi et des moyens, un partenariat renforcé, des méthodes pédagogiques innovantes.
Conforter le service public régional de l'orientation, c'est le volet de la loi d'orientation pour les libertés de choisir son avenir professionnel qui sera mis en œuvre et lequel nous serons dedans. Sur le 15, le tourisme, c'est l'application du schéma et l'éco-conditionnalité. Mobiliser pleinement le levier des fonds européens, c'est la préparation de la programmation post-2020. Et là, il y a un travail que fait Patrick avec tous ses collègues au niveau de région de France qui va nous prendre beaucoup de temps en 2019. Favoriser la coopération transfrontalière, c'est une ancienne permanente que nous avons. La présidente a participé, c'est cette semaine, la semaine dernière, sur l'arc jurassien, à conférence. La semaine dernière. Comment ? La semaine dernière. La semaine dernière, sur le sujet, bon, pour montrer l'intérêt pour nous. Faire rayonner la région dans l'Europe et dans le monde, c'est un plan d'action transversal pour une meilleure attractivité qui vous sera proposé. Le 19, une région énergie positive, l'éco-conditionnalité, les mobilités moins carbonées, à la fois la personne transportée, mais à la tonne de marchandises transportées, c'est le développement de la production d'énergie renouvelable qui vont être fortement d'actualité en 2019. Protéger la biodiversité, devenir une région zéro déchet, la création de l'agence régionale de la biodiversité et l'élaboration d'une stratégie sur l'économie circulaire seront des éléments essentiels qui se rajouteront à ce que nous faisons déjà. Valoriser et développer nos forêts, nos parcs et nos montagnes, c'est la construction d'une politique de montagne et puis la mobilisation des outils financiers pour le réaliser. Moderniser et adapter les infrastructures de transport, l'ouverture de Belfort-Del, la déclinaison des investissements votés dans la convention TER, matériel et gares, la révision du contrat de plan et sur son volet routier et ferré que nous verrons aujourd'hui, et puis des moyens accrus pour l'agence de financement des infrastructures qui vont être pour partie attribuées à la Bourgogne. Construire la chaîne de solutions de mobilité qui répondent aux usages, bien c'est la gratuité des transports dans le Lyon et la Nièvre, la redéfinition de la qualité de service attendue, la nouvelle tarification, Mobigo, abonnés TER et autres, le système, le SIM Mobigo, avec deux notions, la mobilité comme étant un service et la gestion de relations clientèle, c'est tourner pour répondre aux besoins, les anticiper et avoir des solutions appropriées en moyens pour la mobilité partout et pour tous. Renforcer les liens grâce à la culture et faire émerger une nouvelle identité commune, c'est la poursuite de ce que nous faisions. 25, l'aménagement. Vous faites... voilà, 25, favoriser l'accès au sport pour tous, promouvoir le rayonnement de la région. Dialogue territorialisé avec les porteurs de projets et collectivités, puis la coordination de la réponse à l'appel à projets, base aérienne des JO. Ensuite, soutien à la vie associative. Faire de la jeunesse une priorité, c'est la mise en œuvre des dispositifs en faveur des communes rurales pour le service civique. 29, promouvoir la laïcité, lutter contre les discriminations et garantir l'égalité femmes-hommes. C'est le déploiement d'un plan d'action qui vous sera présenté dans cette session. Aider plus et mieux les plus fragiles, c'est la différenciation de nos politiques. Renforcer les solidarités territoriales, c'est la couverture en cap territoire de l'ensemble de la région, le conventionnement avec les départements pour asseoir une base de différenciation des politiques publiques. 31, contribuer à la réduction des inégalités d'accès aux soins et promouvoir la santé. C'est une nouvelle stratégie régionale versus la nouvelle stratégie de l'État. Mettre en œuvre la démarche d'éthique exemplaire. Il y a une demande en commission 1 de faire un rapport en session pendant l'année de 2019, ce que nous ferons. Renforcer la participation des citoyens, c'est après ce qui était fait pour l'Europe, le faire sur le lycée de demain et la qualité de service, et puis les objectifs de développement durable. Je pense qu'il est important de montrer comment notre stratégie de mandat était quand même fortement déclinable en ODD, et d'autre part de montrer comment, sur l'année 2019, nous allons
améliorer cela. La stratégie financière de la collectivité. Alors là, des chiffres, le minimum de chiffres possible sur notre situation, c'est-à-dire en taux d'épargne brute, nous sommes plutôt dans le peloton de tête, même si nous sommes inférieurs à la moyenne, mais nous sommes dans le peloton de tête. Sur l'encours de dette, nous avons une des dettes par habitant les plus faibles. Et sur la capacité de désendettement, nous avions dit que pendant les 3 premières années du mandat, cela baisserait et qu'il y aurait une augmentation après. Nous avons nos indicateurs qui seront respectés. Nous avons fait ce budget en prenant un certain nombre d'hypothèses. Là, je dois dire que pour les services, c'est un casse-tête permanent, parce que nous n'avons de cesse d'être dans le flou avec des informations qui nous viennent de jour en jour, plus ou moins contradictoires les unes que les autres. Voilà. Et faire un budget avec autant d'incertitudes, c'est quand même un travail. Je continue. Donc nous sommes partis sur un certain nombre d'hypothèses qui nous semblent les plus probables. Sur la CVAE, sur la fraction de TVA, sur les cartes grises, sur la réduction des dotations d'État, sur la ressource régionale apprentissage, sur la stabilité des ressources TICPE, j'aurai une petite diapo tout à l'heure, sur la stabilité de ces ressources, sur l'impact de PIC, où effectivement on n'a pas encore toutes les donnes et il y a des incertitudes qui se chiffrent en millions d'euros. Diapo suivante. Mais oui, ben, c'est peu une paille, mais bon, nous on fait avec ce qu'on nous donne. Continuons. Diapo suivante. Les hypothèses pluriannuelles d'évolution des dépenses de fonctionnement, préserver la capacité d'épargne, maintenir un taux d'épargne brute plancher, et puis maîtriser des dépenses de fonctionnement. Le risque pesant sur les dépenses, c'est le PIC, la réforme de l'apprentissage. Il y a en gros 13 millions d'euros en jeu. La gratuité des transports scolaires, avec l'impact que l'on aura, il peut y avoir des conséquences derrière. La masse salariale, on en parlera tout à l'heure au niveau des moyens humains. La reprise de l'inflation et du coût des carburants qui impactent nos propres services. Ensuite, diapo suivante. Donc, les objectifs, augmenter les investissements en faveur du développement de la région pour une stratégie d'endettement maîtrisée. Donc, les priorités, les lycées, qui augmentent de 11 millions d'euros. Nous allons passer à 111 millions d'euros. Le renouvellement du matériel roulant. Les investissements routiers, ferroviaires et fluviaux. La mise en œuvre des contrats de territoire et des contrats métropolitains qui vont monter en puissance, et puis les investissements au titre des infrastructures numériques, mais on aura le développer dans le budget. Nous avons donc une trajectoire d'investissement à 5 ans, comme nous vous les présentons, et qui vont au-delà maintenant du terme du mandat, et nous avons 2 types d'investissements. Des investissements qui, disons, sont au fil de l'eau. L'action dans les lycées, elle ne va pas s'arrêter. Elle est calibrée, elle aura vocation à monter à 120, 130 millions d'euros par an. Mais il y a des investissements qu'on peut appeler plus de long cours. Refaire la RCEA, créer la RCEA, on ne va pas la créer avant, je ne sais même pas si on sera appelé à un moment donné, à part la continuité. Mais en termes de coûts, ça n'a rien à voir avec ce qu'on a eu à digérer là. Les investissements dans les lignes de desserte fine du territoire que l'on va valider dans l'aménagement du contrat de plan, c'est quelque chose qui est fait tous les 40, 50 ans. L'investissement dans du matériel roulant, c'est fait tous les 40, 50 ans. Mais le rythme de vie de notre région fait que tous ces investissements arrivent à peu près en même temps.
D'où c'était une demande de la Commission 1 de dissocier ce qui était récurrent de l'exceptionnel. Donc on est bien sur la partie rouge, à une montée en puissance qui devrait se stabiliser à 440 millions et qui nous permettra d'atteindre sur le mandat la moyenne des 400 millions qui étaient annoncés, et la partie exceptionnelle qui fait monter à des 580, 600 millions d'euros en asymptote que l'on aura à faire. Et dissocier les deux est nécessaire parce qu'on doit avoir une trajectoire de financement adaptée à cela pour ne pas avoir des sauts dans nos finances, nos équilibres financiers, qui seraient dommageables dans un premier temps au fonctionnement. Parce que quand vous empruntez, c'est immédiatement ce qui coûte le plus cher au début de l'emprunt, ce sont les intérêts. D'où l'idée, demande des régions de France à l'État, d'avoir des emprunts bonifiés permettant, comme aide de l'État, permettant de financer ces infrastructures non récurrentes dans le temps. Slide suivante. Alors, voilà, on met à chaque fois la stratégie, la prévision des investissements 2019, où ils sont répartis. Et on a laissé globalement à 129 millions d'euros. Hein. Ensuite, le cadrage pluriannuel des dépenses. Alors là, nous avons les recettes de fonctionnement hors dette et les dépenses de fonctionnement hors dette. L'hypothèse d'évolution du budget d'investissement hors dette, avec les recettes d'investissement, les dépenses d'investissement. Et puis, nous expliquons dans cette diapo l'évolution moyenne 2019-2022 et l'évolution moyenne hors apprentissage EPIC, parce que cela va modifier totalement notre épure. Donc, on vous donne ces chiffres comparés. Et sur la capacité d'autofinancement, si sur la période du pic, les 200 et quelques millions que l'on va gérer, un peu en sous-traitance de l'État, s'il y aura un équilibre dans le temps, au début, c'est nous qui avançons l'argent. Donc, immédiatement, en termes de fonctionnement, on dégrade mécaniquement notre taux d'épargne brut. D'où va apparaître, et c'est une nouveauté pour prendre ça en compte, la trajectoire financière qui est brute hors pic et fonds européens, où on arrive à 17% en 2022, 2020, donc on maîtrise, mais l'incidence du pic nous amène à une trajectoire financière entre 15,5 et 16%. C'est uniquement l'effet mécanique que je veux montrer. Diapo suivante. L'encours de la dette progresse, va quasiment doubler d'ici 2022. Le taux d'endettement va rejoindre la moyenne des régions françaises, ainsi que la capacité de désendettement. Ça va tenir. J'ai le miel. Diapo suivante. Là, c'est l'état de la trésorerie. Alors, il y a des éléments que vous verrez, on vous donnera la diapo sur l'état de la dette actuellement. Donc, avec un taux moyen pondéré d'1,56, nous avons même des emprunts qui sont négatifs. La répartition, nous allons faire en sorte d'avoir un rééquilibrage dans la structure de la dette, minimiser les frais financiers, des outils de financement adaptés, j'en ai parlé, et puis surtout, nous avons fait le premier appel en billets de trésorerie, avec une émission de billets de trésorerie de 40 millions d'euros que nous avons fait pour un mois. Et je tiens à vous dire que ces billets de trésorerie vont nous rapporter 16 000 euros au bout du compte. Donc, si on a fait la notation financière, c'était pour pouvoir faire cela, comme vous l'avez dit, et on voit ce que cela nous apporte en argent frais et qui ne coûte pas beaucoup. Diapo suivant.
La stratégie RH, donc quelques chiffres que l'on vous présente sur l'état des effectifs, les moyennes d'âge, hommes-femmes. Ensuite, sur la mise en œuvre, ce qui va être sur 2019, de la loi Sauvadet du GBT qui sera pris dans le budget. La politique du handicap que nous voulons relancer parce qu'effectivement, nous ne sommes pas totalement exemplaires, il faut le reconnaître. La prévention des risques psychosociaux parce que dans une période où tout bouge de partout, et donc l'adaptation des services, il y a obligatoirement un accompagnement à apporter, à renforcer. Le projet de territorialisation des services, j'en ai parlé. Et puis, des éléments qui seront présentés donc, par Myriam sur... il y a un rapport sur la santé-prévoyance, des dispositions exceptionnelles sur les heures écrêtées dans la limite de 16 heures qui va être mise en place dès maintenant, qui a été proposée au dialogue social, la revalorisation du régime indemnitaire pour les encadrants dans les lycées, et puis il y avait un problème de cotation qui va être réglé par rapport aux différents groupes, les modalités d'attribution du CA et les conditions de versement qui vont être remises en cause et qui a l'agrément de la majorité des syndicats, et puis on pose le problème du maintien d'emploi dans le cadre spécifique d'emploi des lycées, que l'on traitera si le décret n'est pas pris avant le 30 juin. Ensuite, diapo suivante, et j'en ai quasiment terminé, je voudrais fixer un peu les choses parce que quand on fait de la politique en apesanteur, sans connaître réellement les chiffres et les mécaniques, on arrive à proposer de mauvaises réponses. Et je profite de cela pour, en deux diapositives, expliquer ce qu'est la taxe intérieure sur les produits pétroliers. Nous avons deux types de taxes. Nous avons la voir-vient, vous voyez. Nous avons d'une part la taxe intérieure qui nous finance du fonctionnement et celle qui nous finance de l'investissement, dite taxe Grenelle. Celle qui finance le fonctionnement, c'est 223 948 294 € prévus en 2019. Dedans, il y a plusieurs choses. Il y a la compensation, y compris de la loi MAFTAM et NOTRe, 159 millions d'euros qui dépend et qui est décidé uniquement par l'État et qui permet de financer tout, sauf de la mobilité et du transport. Nous avons ensuite, à hauteur de 33 millions d'euros, ce qu'on appelait et ce qu'on continue d'appeler la TICPE modulation. Mais ça ne vous a certainement pas échappé, depuis 2016, cette modulation, qui s'appelait modulation parce qu'on pouvait réellement la moduler, elle n'est plus modulable. Elle est imposée par les régions. Peut-être cette astuce vous avait un peu échappé, mais elle est importante. C'est-à-dire, c'est une dotation qui est fixée à 33 millions d'euros et qui nous est donnée, mais qui est issue de la TICPE. Ensuite, eh bien, quand il y a eu la formation professionnelle, pour la financer, oui, par l'État. Oui, par l'État. Non, elle était fixée par la région avant, et depuis 2016, pour ça qu'elle s'appelait modulation, et maintenant elle est fixée par l'État. Par l'État. De même qu'elle est fixée avec un montant figé, pour la formation professionnelle, il y a 12,9 millions. Il y a 6,5 millions qui sont pour l'apprentissage. Il y a 11,8 millions pour les primes apprentissage. Vous voyez bien que l'État, dans toute sa splendeur, sous toutes les majorités, ont pris de la taxe sur les carburants pour financer des choses qui n'ont rien à voir avec les mobilités et des sommes qui sont fixées par l'État. Je prendrai pour exemple, quand les départements ont posé leurs problématiques de charges, de dépenses sociales qui grandissaient, eh bien les départements touchent aussi de la TICPE. Ils touchent aussi de la TICPE.
Et la grande difficulté en France, c'est qu'on n'a pas de corrélation entre l'assiette d'impôts et ce à quoi ça sert dans les collectivités et l'État. Et ça amène des incompréhensions totales comme celles que l'on a dans certains vœux ou certains amendements à nos propositions. Par contre, là où nous avons gardé une capacité de modulation, et toutes les régions sont au maximum, c'est sur la TICPE Grenelle, c'est de l'investissement, et cet investissement doit être consacré uniquement au transport écologique ferré, pour l'essentiel, à l'acquisition de matériel ou de rénovation de voies. Là, c'est 33 millions d'euros. 33 millions d'euros. Et si on baisse cela, si on supprime cela comme c'est proposé, eh bien, on n'a plus d'argent pour financer ce que l'on veut faire sur nos lignes de desserte fine de territoire. 50 centimes de moins et diapo suivante. Diapo suivante. Mais c'est là. Diapo suivante. La diapo suivante. Mais non, mais la présidente est passionnée comme moi. Et diapo suivante. Dans le prix de la pompe à essence, on a fait les simulations au mois de juin. Non, mais c'est important d'avoir ça en tête si on veut comprendre les choses. On a le brut qui représente 41 centimes d'euros du litre. Non, 0,41. Eh bien, 0,41 euros du litre. 0,41 euros du litre. Le raffinage et la distribution, 19 centimes d'euros. 0,19. Non, 19 centimes d'euros. 0,19 euros. 0,19 euros. La TICPE, c'est génial de parler de chiffres en riant. Hein. La TICPE, tout ce qui est bloqué par la première partie, de tout ce qui est bloqué par l'État, les 233 millions, c'est 61 centimes d'euros. La TVA, 24 centimes d'euros. Et ce sur quoi on a, qui représente les 31 millions, c'est 1 centime, 4 par litre de gasoil, c'est 0,73 centimes par litre de super. Voilà. Donc, entre nous, oui. C'est très parlant, hein, oui, ce dessin. Oui. Que l'État a major. Eh bien, si j'ai donné avant... Dans le TICPE qui ne bouge pas, mais sauf que ça ne vient pas dans vos caisses. Ah ben non. C'est pour ça, parce que... Oui. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Moi, la majoration aujourd'hui voulue par l'État qui s'ajoute au prix, parce qu'il y a quand même deux choses aujourd'hui dans ce qui est intolérable pour les Français, c'est qu'il y a le prix à la pompe, ça, bon, l'État n'y peut rien, sauf que là où l'État peut, c'est qu'il en a rajouté. Il en a rajouté par rapport au prix à la pompe. Et cette augmentation qui va aller dans les caisses de l'État ne va absolument pas dans les caisses de la région. Donc, demander aux régions de régler ce problème. C'est pour ça, moi, les deux diapos, je me place là où nous sommes, la région. Et l'erreur est de dire, on se culpabilise et on doit faire à la place de l'État. C'est la raison pour laquelle nous ne sommes pas d'accord. Nous ne sommes pas d'accord pour généraliser ce qu'a fait les Hauts-de-France dans un contexte différent, se culpabiliser et de dire que c'est à nous de faire. C'est le problème de l'État, ce n'est pas le problème des régions. Mais non. Ben, si vous voulez défendre l'État et Macron, allez-y. Merci Michel Neugnot. Alors, Alain Joyandet, mais Madame Coin veut...
Sur ces questions-là, je pense qu'effectivement, nous ne pouvons pas demander aux collectivités dans leur globalité d'assumer ou de venir compenser des décisions de l'État. L'État doit assumer les conséquences. C'est eux qui ont les recettes. C'est à eux d'intervenir sur cette question. Donc là-dessus, nous vous suivons. En particulier sur le ticket Hauts-de-France, nous vous suivons.